Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13 heures, c'est l'heure de l'information sur la chaîne citoyenne Electron Télévision, la vision du futur. Commençons cette édition par la société La Vente de Manioc, une activité génératrice de revenus exercée par bon nombre de filles à N'Djamena. Ces vendeuses de manioc exercent un métier soumis à des contraintes organisationnelles et relationnelles susceptibles de générer des risques lorsque les situations dangereuses physiques ou psychologiques ne font pas l'objet d'une prise de conscience et de mesures de prévention adéquates. Le reportage de Sanoudi Mandel. La vente de manioc, une activité génératrice de revenus, exercée par bon nombre de filles à N'Djamena. Cette activité comporte beaucoup de risques dans sa pratique. Certaines filles qui quittent leur domicile très tôt le matin, arpentant les coins et les recoins de la ville pour écouler leurs marchandises. Elles ne rentrent qu'au crépuscule. Les risques qu'elles encourent sont d'ordre physique et environnementaux. Ces vendeuses livrent à leurs clients un commerce de détail qui consiste à vendre en petite quantité des biens très variés au grand public. La vente de manioc, pour nous les mères des enfants, nous permet de nourrir nos enfants. Parfois, il y a beaucoup de l'eau. Les gens sont noyés même aujourd'hui. Une personne s'est noyée, comme tu restes à la maison, il n'y a rien. Tu vas faire comment? C'est ce qui nous pousse à exercer ce commerce. Je suis une élève. Donc, je fais ce commerce pour mon inscription et même ma maman m'aide. C'est ce qui me pousse à marcher sous ce soleil. Les risques auxquels sont exposées ces vendeuses de manioc et autres crudités méritent une attention particulière. Étant donné que le client des affaires au Tchad est difficile, ces filles se lancent dans cette activité pour rompre avec l'oisiveté afin de se prendre en charge, mais aussi celle de leurs parents et de leurs enfants. Travailler, c'est dur, mais voler, ce n'est pas bon. Conseille un chanteur africain. Ces vendeuses ont besoin d'un coup de pouce de mécène pour une autosuffisance, car le pays a besoin de la jeunesse audacieuse. Toujours en société, l'Académie de dialogue parents-enfants a organisé ce 30 août un atelier de causerie éducative pour comprendre les perceptions, les causes et retrouver des solutions pour éradiquer le phénomène de mariage précoce et forcé dans nos sociétés. Cette rencontre avait pour thème briser la chaîne du mariage précoce et forcé, éduquer, protéger et sensibiliser. Chanel Allo nous en dit plus. Rassemblés autour d'un sujet qui touche la société tchadienne en profondeur, briser la chaîne du mariage précoce et forcé, éduquer, protéger et sensibiliser, c'est sur ce thème que les échanges ont eu lieu. Cet atelier n'était pas qu'une simple rencontre, mais plutôt un cri de conscience, un appel à l'action et au devoir de solidarité, parce qu'aucun enfant ne devrait être privé de son innocence, de ses rêves, de son avenir à cause d'un mariage imposé trop tôt. Briser cette chaîne, c'est sensibiliser. Combien de parents croient marier tôt leurs filles, c'est protéger? En réalité, c'est l'exposer aux violences, aux grossesses précoces, à la pauvreté. Sensibiliser, c'est éveiller les consciences, c'est dire la vérité quand elle dérange. Nous devons aller dans nos familles, nos quartiers, nos villages, nos églises, nos mosquées, dans nos écoles, pour changer la mentalité de faire comprendre que l'enfant n'est pas une épouse en devenir, mais un être humain avec des droits et un avenir. Le mariage est une bénédiction quand il est choisi librement, mûrement réfléchi et vécu dans l'amour. Mais le mariage précoce et forcé est une blessure sociale, psychologique et spirituelle. Il est une chaîne invisible qui prive des milliers de filles et parfois des garçons de leur avenir. Donc l'individu qui est dans un état de vulnérabilité n'est pas encore prêt. Cette personne n'est pas prête physiquement, émotionnellement et psychologiquement à assurer ou encore à entrer dans le cercle de mariage.
Dans ce contexte, on parle de mariage précoce. Protéger les enfants, c'est refuser qu'ils deviennent des victimes, c'est dire non au sacrifice de leur enfance sur l'autel des coutumes, c'est garantir leur droit à la santé, à la croissance, à une adolescence vécue pleinement. Protéger, c'est mettre des barrières contre la douleur et ouvrir des portes vers la joie. En éducation, les maîtres communautaires sont des enseignants recrutés de manière informelle par les communautés locales, en particulier dans des zones rurales où il y a difficulté d'accès pour pallier le manque d'enseignants fonctionnaires dans les écoles publiques. Cette façon impacte sur l'enseignement d'aujourd'hui. Leur contribution reste entachée par une précarité structurelle et un manque de reconnaissance institutionnelle. Le constat de Mbaïnadi Nicolas. Dans les années 1990 à 2000, plusieurs villes du Tchad étaient confrontées à une pénurie d'enseignants, à l'explosion démographique et à une baisse des ressources publiques. On vit émerger ce phénomène. Ils étaient connus sous le nom de maîtres suppléants. Aujourd'hui, ils sont connus sous le vocable de maîtres communautaires. Ce sont les communautés villageoises qui ont pris l'initiative de recruter localement des personnes ayant un niveau d'éducation suffisant, souvent avec le BPC ou baccalauréat, parfois avec le niveau de CEN ou CM2 pour tenir les classes. Leur rémunération repose sur les cotisations des parents d'élèves via les APO, associations des parents d'élèves, ou parfois sur des primes accordées par les mairies ou des projets partenaires comme les ONG ou autres bailleurs de fonds. Ces enseignants n'ont pas de statut officiel dans la fonction publique. Progressivement, l'État a intégré une partie des maîtres communautaires dans la fonction publique via des concours ou des contrats. Malgré cela, beaucoup vivent dans la précarité. Mal rémunérés, peu formés et sans perspective d'évolution impactent négativement sur la qualité de l'enseignement aujourd'hui. Ils ont permis l'ouverture et le fonctionnement des écoles dans des zones enclavées. En étant issus de la communauté, ils sont souvent plus stables géographiquement. Leur présence permet une certaine régularité scolaire, surtout dans des contextes où l'État est peu présent. Ils sont recrutés pour sauver les meubles. Il leur manque de formation pédagogique, chose qui nuit à l'efficacité et à la qualité d'apprentissage. Ces élèves encadrés par des maîtres communautaires reçoivent souvent un enseignement de qualité inférieure, comparé à ceux encadrés par des enseignants formés et rémunérés par l'État. Faute de faible rémunération, absence de reconnaissance officielle et surcharge de travail entraînent la démotivation, l'absentéisme ou abandon. Le renouvellement est élevé, notamment chez les jeunes diplômés qui trouvent mieux ailleurs. Si l'État pourrait donner un coup de pouce dans la formation ou l'intégration de ce maître communautaire, cela pourrait aider le système éducatif tchadien qui balbutie. Sinon, renforcer le partenariat entre l'État et les communautés locales tout en assurant un cadre légal et faire de suivi pédagogique tout en mettant en place un accompagnement pédagogique des maîtres communautaires par les inspecteurs ou conseillers pédagogiques. Les maîtres communautaires continuent de jouer un rôle essentiel dans l'élargissement de l'accès à l'éducation, notamment dans les zones rurales. Toutefois, leur contribution reste entachée par une précarité structurelle et un manque de reconnaissance institutionnelle. Il devient donc crucial de repenser leur place dans le système éducatif, en valorisant apport et en améliorant leurs conditions de travail pour garantir une éducation équitable et de qualité pour tous. Santé à présent, la Caisse nationale d'assurance santé est un établissement public créé par l'État tchadien pour mettre en œuvre la couverture sanitaire universelle. Elle a pour rôle principal de protéger la population contre les risques liés à la maladie en facilitant l'accès aux soins sans que les ménages ne supportent seul le poids financier. Le reportage de Roséline Djekourbois. Contribuer à la mise en œuvre de la couverture santé universelle et d'assurer une meilleure prise en charge des besoins sanitaires de la population, telle est la mission principale de la Caisse nationale d'assurance santé au Tchad. Autrement dit, la Caisse nationale d'assurance santé est l'outil par lequel le Tchad cherche à garantir une meilleure protection sociale en santé et à concrétiser le droit à la santé pour tous. La Caisse nationale d'assurance santé, dont le sigle est CNAS, est un établissement public administratif doté d'une autonomie de gestion créée par la loi 026 2020 du 31 décembre 2020. C'était en tout cas le cadeau
de la nouvelle année qui a été donnée par les plus hautes autorités en ce qui concerne la protection sociale et précisément la couverture santé universelle. L'autonomie de la gestion de la Caisse nationale d'assurance santé a pour mission principale de servir les prestations de soins au titre de la couverture santé universelle. Cette caisse-là, comme son statut l'indique, est un organisme public qui a une certaine autonomie, qui a une autonomie de gestion et dont la mission principale est de servir les prestations de soins au titre de la couverture santé universelle, d'où la gestion de la couverture santé universelle. Sur le plan institutionnel, elle est placée sous la tutelle administrative du ministère de la Santé publique et de la Prévention et sous la tutelle financière du ministère des Finances. Le régime non contributif des personnes économiquement démunies est assuré par l'État. D'abord, il faut peut-être reconnaître que dans les 3 régimes qui sont prévus par la loi 035, l'État avait décidé que la gestion de la CSU commence par le régime 3 des personnes économiquement démunies. Étant entendu que dans les 3 régimes, il y a 2 régimes contributifs, c'est-à-dire pour lesquels les bénéficiaires payent des cotisations pour profiter des prestations de soins, et l'autre régime qui est le régime 1 des personnes économiquement démunies est un régime non contributif. Non contributif en ce sens que les bénéficiaires ne payent pas eux-mêmes les cotisations, contrairement aux 2 autres régimes, mais leur cotisation est payée par l'État. Signalons que la Caisse nationale d'assurance santé au Tchad est de protéger les populations contre le risque de maladie et de garantir l'accès aux soins pour tous dans le cadre de la couverture santé universelle au Tchad. Parlons toujours santé. Derrière l'élégance et l'esthétique qu'elle procure, les perruques ne sont pas exemptes de risques pour la santé. Irritation, allergie ou encore migraine, les conséquences sanitaires liées à leur port prolongé interpellent. Ce sujet a retenu l'attention de Raïssa Élisée. Suivez son reportage. Sous les apparences séduisantes, les perruques cachent parfois un revers sanitaire préoccupant. Fabriquées à partir de fibres synthétiques ou traitées avec des produits chimiques, elles peuvent provoquer des irritations du cuir chevelu, des démangeaisons, des rougeurs, voire des éruptions cutanées chez les personnes à la peau sensible. Le port de perruques trop serrées entraîne également des migraines, une fragilisation des cheveux naturels et parfois une perte capillaire, conséquence directe du frottement répété et du manque d'aération. Dans certains cas, une mauvaise hygiène d'entretien génère des odeurs désagréables, accentuant le malaise. Je propose qu'elle porte quand même et puis couvrir quoi. Parce que cela attire des mauvais esprits. Des fois à l'école, elles tombent partout. Il y a des cas de maladies et autres et ça bouleverse le cours. Mais pour moi, quand une femme porte perruque, elle est normale et puis dans une beauté naturelle, elle est jolie. Et à cela, je ne vois pas le problème. Les frottements constants, l'absence d'hydratation et une mauvaise pose affaiblissent le cuir chevelu. Quand la perruque est trop serrée, elle bloque la circulation sanguine et provoque des maux de tête. Témoigne un citoyen. Je veux dire que les perruques, là, d'abord, c'est un truc tellement satanique d'abord. Porter les perruques, ce n'est pas bien. Ça donne même des maladies. Des fois, une femme, comme elle porte des perruques longtemps, là, tu vois les cheveux là même, les cheveux même disparaissent. Et ça, là, est-ce que c'est bon? Dieu t'a créé naturellement belle. Donc, il faut rester belle telle que tu es. Mais porter les perruques, là, je veux dire que c'est pas bien. Si certaines estiment que les perruques rehaussent la beauté féminine, d'autres y voient un fardeau économique ou même spirituel. À défaut de moyens financiers pour en acquérir lors des cérémonies, cela devient un problème. Confie une autre voix recueillie dans la rue. La perruque, symbole de coquetterie et de confiance en soi, ne doit pas devenir un facteur de mal-être. Dernier élément de la page santé, les maladies hydriques communément appelées maladies liées à l'eau constituent un véritable fléau sanitaire. Elles sont provoquées par la présence de micro-organismes pathogènes, virus ou parasites dans l'eau contaminée. Le choléra, la fièvre typhoïde, le paludisme et les diarrhées aiguës ou encore la bilharziose en sont les formes les plus répandues. Ces pathologies connaissent
une recrudescence particulièrement marquée en cette période de pluie. Comment les prévenir pour préserver la santé publique? Élément de réponse dans ce reportage signé Ranoudi Sonia. À l'origine des maladies hydriques se trouvent essentiellement les eaux souillées, mal assainies ou insuffisamment traitées, mais aussi des pratiques d'hygiène déficientes. La consommation de cette eau insalubre, le contact cutané lors des bains ou encore l'injection d'aliments contaminés favorisent la propagation des germes pathogènes. Le choléra, la typhoïde, le paludisme ou les diarrhées sévères comptent parmi les conséquences les plus redoutées avec des répercussions graves sur la santé humaine. En ces temps de pluie, marqués par l'humidité, la fraîcheur et les inondations récurrentes, le risque d'épidémie demeure élevé. Pour ce qui est des maladies hydriques et précisément le cas de choléra, le choléra d'abord la cause c'est une bactérie dénommée Vibrio cholérique. Donc c'est cette bactérie qui est vraiment responsable du choléra. Maintenant, en dehors de cette bactérie, il y a des facteurs de risque. Voilà. C'est ces facteurs de risque-là qui exposent la personne à la contamination et la personne fait la maladie. Donc, notamment la mauvaise hygiène au niveau alimentaire, la mauvaise hygiène au niveau environnemental et puis la mauvaise hygiène des mains. C'est ce qui expose les personnes à cette maladie-là. L'acte de prévention est essentiellement basé sur l'hygiène alimentaire, l'hygiène des mains et l'hygiène environnementale. Pour faire barrage à ces maladies, les spécialistes recommandent un ensemble de mesures préventives, la vaccination, le respect rigoureux de l'hygiène des mains, la consommation d'eau potable, ainsi que l'adoption de bonnes pratiques de salubrité alimentaire. Rester à domicile lorsqu'on est malade contribue également à limiter la transmission. Ainsi donc, la lutte contre les maladies hydriques repose donc sur une mobilisation collective et une vigilance accrue, particulièrement en saison pluvieuse. Culture pour boucler cette édition, l'Association pour le développement de l'Aïtaba a procédé à l'installation officielle de son nouveau bureau exécutif. La cérémonie s'est tenue à Gassi dans la commune du 7e arrondissement de N'Djamena. Mbandixem Sadok pour le reportage. La rencontre a débuté par une prière d'action de grâce en signe de reconnaissance à Dieu pour ce moment de renouveau associatif. Dans son intervention, le président du Prosodium, Ba Francis, a salué le travail accompli par l'équipe sortante, soulignant les efforts consentis et les acquis enregistrés au cours de la mandature écoulée. Dans son intervention, le président sortant, Sem Kalge, a exprimé sa gratitude à l'endroit des membres de son bureau et aux adhérents pour leur soutien constant avant de céder symboliquement le flambeau. L'honneur est pour moi de prononcer quelques mots en ma qualité de président sortant de notre association et rappeler à toutes et à tous la devise de notre association qui est entente, développement et prospérité. C'est sur cette base que depuis 2019, mon équipe et moi avions eu le privilège de diriger cette association avec le mandat renouvelé 2 fois. Selon les circonstances, certes, il faut rappeler qu'il y a eu des hauts et des bas pendant notre exercice. Mais grâce à l'entente et à la collaboration de tous les membres de cette association, nous sommes arrivés à ce niveau aujourd'hui. Prenant la parole à son tour, le nouveau président Gao Waïdou a exprimé sa volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à l'association. Il a promis de redoubler d'efforts pour hisser plus haut la voix de l'Aïtaba et renforcer son rôle moteur dans le développement local. Je reconnais le travail abattu du comité sortant avec nos présidents qui se sont successivement suicidés, à savoir le premier président, général Blabagé Marboulaye, le deuxième président, Benan Élu, et le troisième président, Sem Kalge. Aujourd'hui, je prends le bâton de commandement pour conduire le destin de notre association à atteindre ses objectifs. À cet effet, je demanderai à tous nos anciens le soutien, en tout cas
le besoin sera pour le bien-être de notre association. C'est avec satisfaction que s'est clôturée la cérémonie d'installation ouvrant une nouvelle page dans la vie de l'association pour le développement de l'Aïtaba. C'est ici que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à la rédaction et à la technique.